Bonsoir et merci d'être venu et merci de l'invitation bien sûr. Donc le propos s'intitule Défendre la nature, cultiver la liberté. Alors c'est un propos qui sera, comme cela a été rappelé, orienté dans un sens philosophique. Alors pourquoi ? Parce que l'un des apports possibles de la philosophie aujourd'hui, si modeste soit-il, me semble-t-il, c'est d'éclairer le sens des mots qui circulent autour de nous pour, le cas échéant, les critiquer, en fait, ces mots. Alors, si on prend évidemment le mot nature, l'individu commun se dira que quand un mur se fendille, que les plantes poussent dans les interstices, que quand malgré tout le printemps revient, eh bien cet individu du commun se dira que la nature persiste, voilà, qu'il y a une persistance de la nature. Ça semble assez évident. La difficulté, c'est que par rapport à cette vision de l'homme de la rue, nous avons des gens qui font profession d'être des intellectuels. Et quand les intellectuels s'en mêlent, évidemment, vous savez, ça devient beaucoup plus complexe. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'un discours qui défendrait la nature, on peut penser à ce qu'on appelle l'écologie. L'écologie, elle est partout, d'une certaine façon. Voyez la transition, voyez le développement durable, etc. Elle est partout dans tous les camps, et pourtant, d'une certaine façon, la nature a mauvaise presse. Alors ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui retient ma réflexion, et c'est un petit peu le fruit de ces interrogations que je vais vous livrer ce soir, en partie. Alors, il me semble pourtant évident que si on réfléchit comme devrait le faire l'écologie, comme volonté politique de mettre un frein à l'exploitation de la nature, et par la même occasion à l'exploitation de l'homme par l'homme, eh bien, il me semble qu'une réflexion critique donc, sur la société industrielle ne pourrait faire l'économie du mot nature. Puisque s'il y a une activité industrielle, elle suppose une prise justement sur la nature. Elle suppose aussi de la réduire à la manière des sciences physiques à des modèles, à des grandeurs, à des mesures qu'on puisse s'approprier. Et il me semble aussi que l'activité industrielle repose sur une volonté d'exercer une puissance capable d'arracher à la nature ses matériaux. Vous voyez ici un livre et un auteur central dans cette vision, c'est Francis Bacon au XVIIe siècle, dans un livre qui s'appelle le Novum Organum. Il y a cette phrase célèbre qui est devenue une sorte de cliché. C'est l'idée que la nature serait-elle une femme publique dont l'activité humaine, l'activité industrielle devrait arracher les secrets en la violentant. Bon. Alors, effectivement, si on met une réflexion critique sur la société industrielle, il me semble qu'au contraire, il faudrait défendre la nature. Bon. Alors, aujourd'hui, je l'ai rappelé, on a ce qu'on pourrait appeler des mystifications. Je ne vais pas lancer la discussion sur ce point-là, sur cet aspect-là, comme la transition écologique, par exemple, par le numérique et la décarbonation, voilà, comme si finalement le saccage de la nature se limitait à la question des gaz carboniques. Bon. Donc là, on a quelque chose qui est intéressant dans la manière dont la nature disparaît du champ de réflexion. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que jusqu'à un certain point, ce qui passe en tout cas sous la bannière de l'écologie politique pour des pensées critiques, tend de plus en plus à faire de la nature son repoussoir ou son ennemi. Voyez à ce propos le marché éditorial, voyez les émissions de France Culture, voyez aussi les thèmes d'études de Sciences Po, et ce qui se diffuse aussi chez beaucoup de progressistes qui se prétendent
amis de l'émancipation et qui défendent ce qu'on appelle en philosophie, peut-être on y reviendra, un anti-naturalisme. Tout ce qui viendrait de la nature serait forcément suspect. Alors, dans le propos qui suit, je vais centrer vraiment la réflexion sur un seul point. Les penseurs dits de l'anthropocène, c'est-à-dire de cette nouvelle ère géologique dans laquelle l'être humain, par ses activités, devient un agent majeur du changement géologique. Les penseurs donc de l'anthropocène et de l'effondrement, qui cherchent à inventer de nouveaux récits écologiques et qui portent aussi pour ce faire leur regard notamment en dehors de l'Occident. Alors, si on traduit ça en termes de production éditoriale, vous regardez du côté du Seuil, des éditions de la Découverte ou encore de Actes Sud. Bon. Alors, en 2020, j'avais fait paraître un livre qui s'appelle La collapsologie ou l'écologie mutilée, qui était une critique donc, de ce discours sur la collapsologie. Qu'est-ce que c'est que la collapsologie? C'est une étude des effondrements, passés, présents et futurs, et des façons de s'y préparer et aussi évidemment de les prendre en charge. Voilà. Ce discours, il avait eu quand même le vent en poupe à partir, on va dire, de 2015-2016 pour établir le peu d'avenir que contenait notre monde. C'était l'idée en fait que notre civilisation, qui était appelée civilisation thermo-industrielle dans les termes de ces auteurs-là, était lancée à pleine vitesse et qu'on allait en fait se fracasser contre un mur parce que par nature notre psychologie était incapable d'établir des limites à cette vitesse folle et aussi parce qu'on était enfermé dans un imaginaire de conquête occidentale. Et finalement, tous ces gens-là nous disaient, il y a une question qui est pressante, qui est angoissante, mais il est très délicat d'y répondre. Cette question, c'était où atterrir, hein? Où est-ce qu'on va bien pouvoir atterrir? Sur quelle nouvelle terre si on est porté vers cette pulsion d'effondrement? Alors, pour résumer, ces auteurs-là, les collapsologues, qui ne sont pas simplement des auteurs, mais qui ont vraiment créé un engouement et même des formes de politisation dans la jeunesse. Voyez ce qu'on a appelé dans les médias la génération climat. Eux, ce qu'ils recommandaient, c'était d'atterrir non pas sur une autre planète, mais plutôt dans un nouvel imaginaire, celui de l'entraide élargie à tous les vivants, ce qu'on appelle aussi la symbiose, sur un modèle qui est le modèle en biologie, ce qu'on appellerait le modèle du rhizome, à la manière de la communication entre les champignons ou les arbres. Hein, tout est en réseau, tout est organisé en réseau, dans une prise de conscience, en somme, que nous sommes tous dans le même bateau. Voilà. C'est ça qui mettait en avant. Alors, pourquoi parler, et pourquoi partir de là, pourquoi parler de ces auteurs-là? Parce qu'en termes de médiatisation et de refonte sémantique dans les médias, les collapsologues, ils ont beaucoup fait pour substituer à la vieille notion de nature une autre notion, qui est le vivant, ou le réseau des vivants, ou la toile des vivants. Alors, je vais essayer de vous expliquer quel est le sens de ce glissement et pourquoi il n'est pas du tout, il est vraiment loin d'être anecdotique. Dans cette hypothèse-là, la nature, ce serait un mot piégé parce que la nature serait une invention occidentale, notamment du XVIIe siècle, c'est-à-dire l'ère de penseurs comme Bacon, mais aussi René Descartes, qui aurait finalement réduit la nature à être ce que Descartes appelait la substance étendue, c'est-à-dire en gros un morceau de matière qui fait face à l'être humain, et l'être humain a pour charge de le penser avec son esprit, d'en prendre la mesure, et une fois qu'il en a pris la mesure, de la modifier à son gré, cette nature. Donc c'est l'idée, en quelque sorte, que la nature est toujours quelque chose qui nous fait face et dont nous sommes séparés, c'est-à-dire dont nous sommes placés à distance. Voilà. Et cette distance implique, in fine, l'appropriation, l'accaparement ou la domination, donc exploitation de la nature, etc. Voilà donc pour l'idée de nature, et voilà pourquoi
il proposait finalement de la mettre à distance, comme un mot piégé, pour lui substituer l'idée de vivant. Le vivant aurait pour vertu, en tout cas au niveau sémantique, quand on commence à faire circuler ce mot, d'être plus inclusif. Voilà. En ce sens que, évidemment, nous tous là, nous sommes des vivants, mais il existe aussi d'autres vivants, plein d'autres vivants, des vivants non humains. Et d'ailleurs, c'est ce que préfèrent dire les collapsologues et tous ceux qui sont venus à leur suite. Ils préfèrent parler de animaux humains et non humains plutôt que d'hommes et d'animaux. Donc, c'est l'idée que animaux, végétaux, humains, seraient tous placés sur un même plan, horizontal, voilà, avec en outre les éléments de la croûte terrestre qui réagissent aux processus par lesquels les animaux, les végétaux et les humains assurent leur subsistance, voilà, tout en les influençant en retour. Donc vous imaginez plutôt une sorte, effectivement, de réseau, voilà, où tout ça s'organise dans l'interdépendance. Alors, en apparence, c'est une très belle idée, hein, et c'est une idée, qui produit une certaine rupture dans la pensée, en apparence, puisque elle nous met à distance des dualismes, couper les choses en deux, des binarismes, voilà, pensée binaire, simplificateur, donc l'humain face à la nature. Voilà. Alors, cela dit, ça c'est juste en incise, mais ce n'est pas parce qu'on distingue deux choses, par exemple les humains et la nature, que de facto on est en train de les opposer. Hein, on peut tout à fait les distinguer sans que ça implique une opposition. Bon, ça, on pourra y revenir. Et de là, si vous vous intéressez à ces questions sur l'écologie, vous n'avez pas dû manquer de voir se déployer une sorte de prolifération éditoriale autour de travaux sur le vivant, avec une philosophie du vivant, des cartographies, des rapports diplomatiques que nous devrions nouer avec les autres vivants, avec les animaux sauvages, et même l'idée d'une vaste communauté de vivants dont il faudrait trouver les délégués syndicaux, je mets ça entre guillemets, qui parleraient en leur nom. Voilà. Vous voyez ici les ouvrages d'un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot qui développe vraiment cette veine-là. Bon. Alors, là où c'est intéressant quand on fait un peu de généalogie des idées, parce que la critique, elle est obligée à un moment de faire de la généalogie et de remonter vers les embranchements, les multiples filiations aussi, alors je le faisais un peu dans ce livre-là, c'est qu'en fait, collapsologues ou philosophes du vivant, comme on veuille les appeler, en fait, ils payent tribut à deux intellectuels français majeurs. Et, à mon avis, il est intéressant de remonter à la source. Du coup. Alors, le premier auteur majeur, c'est un anthropologue qui s'appelle Philippe Descola, qui, en 2005, a publié un traité qui a fait énormément de bruit, qui s'appelle « Par-delà nature et culture ». Alors, Descola, lui, il introduit ce qu'on appelle en anthropologie le perspectivisme. C'est-à-dire, pour résumer, l'idée que la réalité peut être émiettée ou effritée en fonction des perspectives que non seulement, évidemment, les humains ont sur le monde, mais peut-être aussi les animaux. Et donc, il se servait beaucoup d'études sur les Amérindiens pour essayer de démontrer ça. Avec cette idée qui a été filée après par les penseurs du vivant, que le perspectivisme nous invite à emprunter le corps de l'autre, fût-il animal, emprunter le corps, c'est-à-dire pas simplement se projeter en l'esprit de l'autre, ou par l'esprit, mais emprunter vraiment son corps pour emprunter sa puissance de voir et sa puissance de faire, quoi. Vous voyez Morisot qui essaye de penser comme un loup, vous voyez, penser comme une montagne, penser comme une rivière, etc., etc. Il y a toute une série de livres de cet ordre-là. Alors, ça c'est assez intéressant, cette idée de perspectivisme, parce qu'évidemment, on quitte la perspective humaine ou humaniste, quoi, et on change totalement le regard, et on ne peut plus parler évidemment de nature, on parle de
relation, d'interaction avec d'autres vivants. Voilà. Alors il me semble que si on prend des formules qui après se décantent dans le milieu militant, c'est quand même assez parlant. Si vous avez cet arrière-plan, eh ben vous comprenez mieux pourquoi on peut parler, à la façon des zadistes, de la nature qui se défend, en disant « nous sommes la nature qui se défend ». Non pas « nous défendons la nature », mais « nous sommes la nature qui se défend ». Ventriloquie, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas partie prenante, intégrée, inclus dans quelque chose. Nous sommes les ventriloques. Et voyez aussi l'idée qui peut être reliée, l'idée qu'il y a des soulèvements de la terre. Porte-parole des soulèvements de la terre. Bon. Alors ça, c'est un peu l'apport de Descola qui se retrouve dans chez tout ce genre d'auteurs. Et alors le deuxième auteur qui est très important et qui complète évidemment le tableau, c'est Bruno Latour, donc, qui est décédé récemment et qui était, en tout cas jusqu'à sa mort, si l'on en croit des magazines très sérieux comme le Magazine littéraire, le penseur français vivant le plus lu dans le monde. Voilà. Alors Latour, qui était-ce ? C'était le directeur du Media Lab de Sciences Po, et c'était un philosophe des sciences qui a fait des travaux tout à fait intéressants et stimulants, comme on dit dans le jargon universitaire, sur la recherche en sciences sociales et sur la recherche en épistémologie, donc en sciences du vivant notamment, et puis qui ensuite, avec son ouvrage notamment qui s'appelait « Où atterrir », est devenu une sorte de maître à penser de toute cette école dont je vous ai parlé. Et donc Latour, il est particulièrement intéressant parce qu'il est l'auteur d'une citation que je vous livre dans un livre qui s'appelle « Les politiques de la nature ». Latour a quand même dit la chose suivante: la nature est morte, Dieu merci. Voilà. Je répète, la nature est morte, Dieu merci. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Dieu merci, la nature est morte. Surtout pour quelqu'un qui ensuite va inspirer un grand nombre de personnes qui se revendiquent de l'écologie, ou qui sont classées dans les librairies au rayon écologie politique, quoi. Alors moi je le comprends, et on peut le comprendre comme l'idée que la complexité, vous voyez, cette pensée qui est toujours en avant par rapport à ce que le vulgaire peut saisir, la complexité, elle recommande d'élargir la conscience écologique, non seulement au niveau des vivants, mais au-delà, au niveau de la croûte terrestre, de l'atmosphère, pour prendre en compte l'influence de l'homme en tant qu'agent géologique. Et ainsi, en fait, ce dont il convient de parler, ce n'est plus vraiment de la nature, mais, par exemple, en faisant référence à la mythologie grecque, de Gaïa. Gaïa, considéré comme un système dit complexe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire système complexe ? C'est un système autorégulé, en quelque sorte, dont tous les composants réagissent les uns par rapport aux autres. Voilà. Et donc, chez Latour, en fait, la nature disparaît au profit de Gaïa. Et là encore, vous voyez l'émergence d'un système qui est inclusif. On est inclus dans Gaïa, on n'est plus extérieur. Donc la vision, évidemment, dépasse les vieilles lunes occidentales ou centrées sur l'Occident, etc. Bon. Alors, un exemple pour essayer de bien vous faire comprendre pourquoi il y a cette idée d'inclusivité qui est très importante. Si vous prenez le point de vue de Gaïa, c'est une totalité dans laquelle on est intégré, qui sont les êtres les plus importants pour que la Terre, en tant que planète, mettons, se régule. De ce point de vue-là, les vers de terre, ou les phytoplanctons vont être autant, sinon plus importants que les êtres humains, pour que Gaïa soit régulée, puisque c'est eux qui permettent la régulation de la terre et des mers, des sols et des mers. Alors, là, les humanistes vont se braquer, vont dire oui, mais quand même, l'être humain, il est doté d'une intelligence particulière par rapport à tout le royaume du vivant, quoi. Très bien.
Mais alors, ce que vient rappeler le point de vue de Gaïa, c'est que cet être si intelligent, les autres êtres vivants, ils auraient bien des raisons d'avoir des récriminations contre lui, vu la légèreté avec laquelle il considère ses compagnons de vie sur Terre. Voilà. Et donc, si on devait avoir un rôle, pour des gens qui pensent du point de vue de Gaïa, ce serait d'être les délégués syndicaux des autres vivants. Voilà. C'est-à-dire être leur voix dans une sorte de démocratie globale qui intégrerait à peu près tous les êtres vivants. Bon. Alors, là, on est obligé, vous voyez, quand on est arrivé là, d'Escola à la tour, on est obligé d'ouvrir un nouveau chapitre et de soulever un nouveau fil. Voilà. Parce qu'en fait, et ça c'est ce que j'ai essayé de faire dans un chapitre du livre, c'est que derrière la tour, et derrière cette idée de Gaïa, vous allez trouver l'inventeur de cette notion, qui était un géophysicien américain qui s'appelait James Lovelock, voilà, qui est lui mort très récemment, à 100 ans passés. Et c'est lui, en fait, qui a forgé, en 1973, ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa. Voilà. Et qui considérait, en fait, que la Terre, c'était un système, alors en science, très précisément, on appelle ça un système homéostatique, c'est-à-dire qui se régule lui-même. Pensez, par exemple, à votre four. C'est un système homéostatique de ce point de vue-là. Il régule lui-même la chaleur et la répartition de la chaleur. Bon. Et donc, dans le modèle de Lovelock, l'équilibre global de la Terre dépend de la contribution de chaque acteur sur la Terre, c'est-à-dire de ce qu'il produit et de ce qu'il dépense, en termes d'information. Le mot est très important. Et donc chaque acteur, ça veut dire, et c'est là que ça devient très intéressant quand on y réfléchit, et c'est là que ma critique elle va commencer à trouver un point d'entrée, c'est que dans ce système, chaque acteur, ça veut dire l'homme, ça veut dire le vivant, mais ça peut très bien vouloir dire les machines et les systèmes de machines, qui sont de fait des acteurs, puisque si tout est mis en réseau, nos créatures artificielles, provenant de notre ingéniosité, ont un effet, évidemment, très puissant, déterminant, sur les réactions qui se produisent à la surface de la Terre. Voilà. Alors, donc ça c'est une critique que j'avais établie dans la collapsologie. Je n'ai pas vu de critique en retour sur la question de la tour, parce qu'en fait, pratiquement personne en fait, ne critique Bruno Latour. Quoi. C'est même pas, à la limite, c'est même pas pensable. Bon. Parce qu'en fait, si on veut comprendre la tour, il faut se tourner vers Lovelock. Et si on veut comprendre Lovelock, il faut se tourner vers ce que je viens de vous dire. On peut résumer ça en un mot, ce qu'on appelle la cybernétique. Ok ? Et donc là, si on fait un peu d'histoire, la cybernétique, elle naît de l'effort de guerre américain après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une science du contrôle et de la régulation de la communication et des informations chez l'homme, chez l'être vivant, mais aussi chez les machines. C'est ainsi en tout cas que l'a promouvait son inventeur qui s'appelle Norbert Wiener, qui est un ingénieur américain. Science du pilotage et de la communication chez les êtres vivants et les machines. Voilà. Alors, évidemment, c'est là que ça me semble très intéressant, parce que, d'une part, je peux être d'accord que la métaphore de Gaïa, c'est une métaphore puissante ou intéressante pour nous faire comprendre que, à la surface de la Terre, tout est interdépendant. Ok, très bien. Mais surtout, si on la pousse jusqu'au bout, on arrive au dernier ouvrage de Lovelock, là aussi dont on n'a pas beaucoup parlé en France, qui s'appelait le Novacène. Il était centenaire quand il a écrit ça, il y a 2-3 ans. Et lui, sa conclusion logique, c'est que Gaïa, en fait, à la surface de Gaïa, ce qui importe, c'est moins la vie que l'information. L'élément fondamental, c'est ce que les Américains appellent les bits, quoi, l'information, et c'est elle qui circule, qui s'échange sur Terre. Et donc, il faut admettre, nous, pauvres humains, que bientôt, nous allons être dépassés par des systèmes qui gèrent l'information mieux que nous, les systèmes automatisés, les intelligences artificielles,
Et donc Lovelock disait, dans ces passages de son dernier livre, Novacène, qui est la continuation logique de sa pensée, qu'il faudrait apprendre à vivre des relations apaisées, des relations, démocratiques en quelque sorte, avec les machines, et que nous serions, par rapport à ces machines, comme des espèces domestiquées l'ont été par rapport à leur maître. Voilà, nous serions les nouveaux animaux de compagnie des systèmes automatisés. Voilà. Donc ça existe, ce n'est pas une affabulation de ma part, c'est dans les textes, c'est l'aboutissement de la pensée cybernétique de Lovelock. Bon. Je vous fais grâce de plein d'autres aspects historiques, si vous voulez on pourra y revenir, notamment un que j'avais mis en évidence dans le livre, donc je synthétise vraiment là. C'était par exemple l'intérêt qu'on peut porter à la notion de biosphère qui s'est répandue aussi et qui a été très importante dans la formation d'une certaine forme d'écologie. La biosphère, en fait, on la doit à un scientifique russe qui s'appelait Vladimir Vernadsky au XXe siècle. Et ce Vernadsky, après avoir théorisé la biosphère, il s'est laissé tenter par une autre notion, qui est la notion de noosphère. Noos, en grec, c'est l'esprit. Et il n'est pas anodin qu'il connaissait un père jésuite français qui s'appelait Teilhard de Chardin, voilà, et qui, lui, a été le grand penseur de la noosphère, c'est-à-dire de la grande communication spirituelle et de l'englobement de la Terre par l'esprit. Eh bien, l'englobement de la Terre par l'esprit, c'est d'une certaine façon l'avènement des réseaux informatiques et de la grande intelligence collective que nous aurait offert Internet et les systèmes automatisés. Bon. Donc je vous fais grâce de ça, mais en fait on a toujours le même modèle qui va mettre de côté l'idée de nature et qui va lui substituer en fait des modèles issus de la haute technologie ou de la cybernétique. Voilà. Donc tous ces penseurs en fait pensent la nature comme un système technologique avancé. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis il y a un problème, parce que par ce biais, en faisant de l'écologie à partir de ces métaphores-là, mais en y croyant aussi, en investissant du temps et de l'énergie, en s'impliquant pour que ça se réalise, voir les efforts, par exemple, dans Latour, pour vraiment mettre en place des types d'enseignement numérique, enfin des choses comme ça dans ces laboratoires, eh bien, on justifie en quelque sorte, on avalise comme étant la normalité le déploiement des hautes technologies, des algorithmes et des traitements et des dispositifs de traitement de la communication à l'échelle mondiale, qui plus est peut-être pour les considérer comme des formes d'incarnation de l'esprit. Pourquoi je vous dis ça, il est en train de délirer. Pas du tout en fait, parce que si on gratte encore chez Latour, en fait c'est un jésuite, Latour. Donc il y a tout un lien entre la technologie et la religion et la notion d'incarnation en fait. Voilà. Et c'est une notion, en fait, c'est l'esprit qui s'incarne dans la matière, en fait, qui la recouvre, quoi. Voilà. Donc tout est information. Voilà. Bon, je résume. Sous des atours suggestifs, en fait, voilà, la perspective, le déplacement du regard, qui sont de belles idées. Mais il y a pas mal de gens qui se targuent en fait d'œuvrer au renouveau de la pensée écologiste, et qu'on voit vraiment dans les colonnes des grands journaux, Le Monde qui fait des séries il y a quelques années, pendant l'été, sur les nouveaux penseurs du vivant. Bon. En fait, de mon point de vue, ils reconduisent l'acceptation de la société technologique telle qu'elle est, en demandant simplement de trouver les bons ajustements, les bonnes règles diplomatiques, les bons systèmes juridiques, plus souples peut-être, pour contrebalancer les effets négatifs des technologies, qui, de toute manière, étant aussi de notre main, sont, comme disait Descartes dans ses principes de la philosophie, des créations artificielles, il disait, avec cela naturel. Donc, finalement, la technologie est là, et à nous de jouer avec, et de la tourner dans le bon sens. Bon. Alors, ce faisant, c'est là que j'arrive à la deuxième partie de mon propos, il me semble qu'on passe sous silence la persistance, même marginale, d'une critique du système industriel, ou de ce qu'on pourrait appeler l'industrialisme, c'est-à-dire la triple alliance
que je définis comme ça, entre le capital, donc les investissements en capital, l'expertise scientifique, je dis bien l'expertise scientifique, et l'ingénierie technologique. Voilà. Avoir, savoir, pouvoir, qui, à mon avis, constitue le phénomène majeur, dans leur concentration, constitue le phénomène majeur de notre temps. Voilà. Alors certains appellent ça techno-capitalisme, d'autres appellent ça technoscience, d'autres avant ils avaient appelé ça méga-machine. Bon, on peut ergoter sur les termes, mais c'est à peu près l'idée. Et donc, si vous voulez, en essayant de m'inscrire dans ce genre de critique, pour moi, ce que je considère, c'est que ce système-là, soit avec ses zélés serviteurs, donc ça peut être les industriels, ça peut être les fondus de la transition, mais même avec des gens qui sont en apparence ces critiques, mais en fait qui deviennent des sortes de boucliers protecteurs, je dirais. Donc tout ce dont je viens de vous parler. Ce système, à mon avis, le point majeur, c'est qu'il a une pulsion de démesure, une aspiration à la puissance, et que son but, c'est de démanteler en fait la nature. Voilà. Et que la nature, finalement, qu'elle soit humaine ou non humaine, devient chaque fois une ultime résistance à faire sauter. Alors on va essayer de s'attaquer au sommeil, par exemple. On va essayer de racler le fond des océans. Vous voyez les programmes conjoints pour la présidentielle d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon sur cette question-là. Donc ça veut dire que le système, le techno-capitalisme, il est transversal politiquement. Il est au-delà du clivage droite-gauche. Le cœur de la Terre, évidemment, qu'on peut essayer d'aller forer de plus en plus, les gamètes, les chromosomes, les muscles aussi. Vous voyez l'idée actuelle, au ras du quotidien, mais le développement des salles de musculation, comme une sorte de fabrication du corps, une taylorisation du corps. Voilà, ça marche très bien au niveau capitalistique, ça. Voilà. Et les réseaux de neurones, mais jusqu'à la sensibilité et la naissance. Voilà. Tout ça fait partie, à mon sens, de la nature, et tout ça, c'est un obstacle pour le capitalisme technologique qui va chercher à aller toujours plus loin pour l'artificialiser. Alors, évidemment, tout ça, ça relève d'une manière ou d'une autre de la nature. Alors, ça peut être la nature strictement biologique, bien sûr, mais pas uniquement. C'est aussi la nature liée au sensible, ou la nature telle qu'elle est vécue de l'intérieur par chacun d'entre nous, la manière dont il se sent affecté intérieurement, ce que certains philosophes ont appelé plutôt la chair. Bon. Eh bien, il me semble que c'est plutôt ça, en fait, qu'il faudrait défendre. Voilà. Alors, on pourra me dire qu'en fait, les partisans de Latour et d'Escola, et je serais d'accord avec ça, évidemment, ils ne sont pas des défenseurs de l'avancée morbide de l'industrie, hein, pas du tout. Par contre, là où c'est intéressant et là où il y a une vraie ligne de désaccord, c'est que pour eux, en fait, les techniques ou les technologies telles qu'elles existent, il faudrait pouvoir en jouer de manière créative, faire un écart, produire un écart. Alors, si vous ne l'avez pas entendu, parce qu'on n'est pas obligé de tout retenir, je fais juste quelques minutes sur une émission de radio qui me semblait illustrer ça, mais alors vraiment parfaitement. C'est une émission, je revois exactement la date, voilà, le 22 octobre 2022, une émission que vous pouvez encore trouver et écouter, l'émission La Suite dans les idées, France Culture, une émission qui était intitulée Far East, Far West, avec une intervenante qui est assez passionnante, qui s'appelle Nastasia Martin, qui a écrit un livre qui s'appelle Croire aux fauves, parce que c'est une anthropologue qui a rencontré un jour sur son chemin un ours, qui s'est battu avec un ours, et cet ours lui a arraché une partie du visage et elle a survécu, quoi. Donc là, évidemment, un respect intégral. Et Nastasia Martin, elle est intéressante parce qu'elle s'intéresse aux cosmologies, donc aux manières de se représenter les êtres et la place des êtres dans le monde, notamment des Indiens, des peuplades d'Amérique du Nord et du Grand Nord. Voilà. Alors dans cette émission, elle développe ses vues au départ sur les cosmologies d'Amérique du Nord et de Sibérie. Elle remet en cause l'idée de nature occidentale,
extérieure à un sujet qui se la représente, etc. Tout ce que je vous ai dit au départ. Très bien. Donc tout le monde est d'accord, ok. Et arrive dans l'émission, à ce moment-là, une réalisatrice qui s'appelle Pauline Julier, qui dit avoir réalisé un film qui a beaucoup touché Nastasia Martin, parce que ce film, c'était un film sur l'histoire de la conception occidentale, et donc réductrice, de la nature. Donc jusque-là, tout le monde est raccord. Le problème, c'est que juste après, cette même réalisatrice, Madame Julier, annonce qu'elle travaille actuellement sur un documentaire à propos d'un projet qui existe donc actuellement de super collider, c'est-à-dire d'accélérateur de particules, c'est même plus gigantesque, les mots nous manquent, puisqu'il atteindrait, c'est une machine qui atteindrait à peu près 100 km de circonférence et qui serait creusée sous le lac Léman, non loin du siège du CERN, qui lui dispose déjà de son propre accélérateur de particules. Alors là où c'est tout à fait savoureux, c'est que le CERN et le Super Collider seraient mis en œuvre et intégrés à quelques mètres de là où Mary Shelley a eu l'intuition de Frankenstein, un soir d'abandon et d'ennui dans une maison louée par Lord Byron au bord du lac Léman. Donc ça ne manque pas de sel, quoi. Mais alors, lorsque finalement elle présente cette idée de super collider, personne ne dit rien parce que, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que c'est très intéressant parce que les scientifiques sont en train de voir comment utiliser les bons outils pour faire en sorte que cette machine gigantesque puisse nous renseigner sur les origines de la Terre. Alors pourquoi je vous parle de cette émission qui, à mon sens, est complètement surréaliste? C'est que dans une première partie de l'émission, on nous dit que la nature, c'est une notion dépassée, etc. On nous parle des cosmologies, des peuples colonisés, etc. Et dans le deuxième temps, on a une machine qui est une aberration écologique qui va défigurer un paysage, mais là, parce qu'elle est prise en charge démocratiquement par les scientifiques, il faudrait simplement s'interroger de manière très intéressante sur la manière dont ils dissertent sur les bons outils. Voilà. Donc finalement, si on a de bons délégués syndicaux des aberrations écologiques, ça passe. Voilà. Donc si vous voulez, quand on fait de la philosophie, il y a aussi des affects qui entrent en jeu. Assez clairement, moi, ça m'agace, quoi. C'est quelque chose qui m'agace. Et donc, face à cette diffusion des théories du vivant, il me semble hautement désirable de défendre la nature. Voilà. Alors, pour ça, je pars vraiment d'une évidence, qui est que nous sommes, avant tout, je dis bien nous sommes et non pas nous avons, mais nous sommes nos corps. Nous sommes nos corps. Et nos corps sont toujours pris dans un milieu qui est leur milieu de vie, leur monde de la vie, c'est-à-dire un habitat, ça peut être des gens qui partagent cet entourage, des gestes particuliers, des expressions du visage, un paysage, une luminosité, un climat, par exemple, qui font qu'on est ce qu'on est, et que tout ce qu'on est, ça va être une sorte de résumé de ce qu'on a vu, entendu et assimilé par notre sensibilité. Voilà. Donc si vous voulez, par corps, j'entends pas simplement l'organisme défini par ses fonctions biologiques, mais j'entends vraiment la matérialité sensible de la vie. Il y a un auteur, un philosophe qui s'appelait Merleau-Ponty qui disait « La nature est notre sol ». Lui, il était bien d'accord que la nature, c'est pas simplement ce qui nous fait face, c'est notre sol. C'est aussi ce qui nous porte, quoi. Bon. Et si je prends ce point de départ, sur le monde de la vie et le corps, voilà, parce qu'on est né de la nature, eh bien en fait, la dimension culturelle de l'être humain, elle s'ensuit nécessairement. Donc il me semble aussi que c'est abusif, même si je comprends très bien l'idée de s'attaquer à une représentation historique à un moment donné, celle du XVIIe siècle, mais il me semble que c'est quand même abusif, si on n'y prend pas garde, de considérer que la nature, c'est une notion occidentale, et puis que l'opposition nature-culture, c'est un binarisme dépassé, etc. Parce qu'en fait, on peut penser les deux, et les deux, en fait, s'engrainent l'un l'autre. On part de la nature, on arrive nécessairement à la culture. C'est-à-dire que tout ce que notre corps apprend à faire dans son environnement, ça se cristallise après en gestes, en procédés,
qui vont être après des procédés techniques. Voilà. Je me suis intéressé récemment à l'art pariétal. Si vous prenez l'art pariétal des Magdaléniens, par exemple, c'est moins 40 000 ans. À la grotte Chauvet, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que des humains, ils étaient capables, par le toucher, de déterminer les anfractuosités de la roche, le côté bombé à un moment, la manière aussi dont la roche se reflétait ou pas par rapport aux torches qu'ils avaient au moyen d'éclairage. Et c'est ainsi qu'ils arrivaient à faire des dessins qui en fait n'étaient pas collés à la roche, mais dont les formes épousaient vraiment la roche elle-même. Donc si vous voulez, cette attention à la matérialité du corps et de ce qui est, et donc des éléments naturels, pour aboutir à un processus culturel, je veux dire, c'est même consubstantiel à l'être humain moderne, au sens des paléontologues, quoi. Donc, si vous voulez, ça me semble très important, et c'est pour ça que ces pratiques-là, elles vont se cristalliser dans des techniques. C'est aussi l'occasion par là, vous voyez, de rappeler que le courant que je défends, qui se dit souvent anti-industriel, ce n'est pas un courant qui est opposé à la technique, évidemment. Il est opposé plutôt à ce qu'on appelle la technologie, qui est un mot en fait qui apparaît en 1829 sous la plume d'un ingénieur américain qui s'appelle Bigelow. Et lui, la technologie, ça signifie le système enchevêtré des machines. Ça ne signifie pas du tout le tournevis, ça signifie même pas simplement cette lampe qui est là devant moi. C'est quelque chose de beaucoup plus massif et qui est potentiellement hors de portée de la mesure humaine, quoi. Voilà. Alors, il me semble effectivement que défendre la nature, c'est critiquer la technologie, refuser son emprise sur nos vies, et c'est pas être hostile forcément à la technique. Et si on reprend Latour, lui, il était très friand de la technologie, et par contre, dans ses ouvrages, il biffait souvent d'un trait de plume les critiques anti-industriels ou décroissants, qu'il accusait au choix d'être des technophobes, des sectaires ou des scientistes. Alors un scientiste au sens où on n'aurait pas la capacité d'accéder à la complexité du réel. Voilà. Et donc là où j'en suis de mon raisonnement, c'est que notamment à partir d'une série de notices qui sont en fait des sortes de petits essais, qui s'appelle Notre bibliothèque verte. Voilà. En fait, j'essaye de remettre en circulation un terme qui est le terme de naturien. Donc, parce qu'à mon sens, si vous voulez, l'écologie étant tellement piégée aujourd'hui, vous voyez ce qu'on a vu sur les questions de transition, etc. Bon. Peut-être ce mot de naturien pourrait faire l'affaire. Alors, je vais essayer de vous dire d'où il vient et pourquoi je le défends. Par rapport à une histoire de l'écologie, ou une histoire scientifique, si on prend l'écologie comme une science de la gestion des écosystèmes, par exemple, c'est sûr que ce que je vais défendre là, ça va être un peu à la marge. Ça va être placé, si vous voulez, dans la case défense du sentiment de la nature. Voilà. Ce n'est pas l'histoire officielle de l'écologie. Mais je pense que ça vaut le coup d'y tenir. Donc le mot naturien, il désigne plusieurs choses. D'abord notre façon native d'être au monde, puisque j'ai un peu rappelé à l'instant. Un sentiment et une pensée qui est illustrée par tout un tas de penseurs, d'artistes aussi, je trouve, qui, à mon avis, pouvaient être ce qu'on aurait appelé aujourd'hui des écologistes, mais sans le savoir. Voilà. Donc ça part de très loin. Pour moi, ça peut même partir d'Épicure, vous voyez. Jusqu'à des auteurs qui, là, sont plus reconnus comme étant précurseurs, notamment des gens comme Pierre Fournier, dans les années 70, fondateur du journal La Gueule ouverte, et Alexandre Grothendieck, le mathématicien génial, qui dirigeait, lui, Survivre et Vivre, dans la revue Survivre et Vivre dans les années 70. Voilà, il me semble que ces gens-là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est défendre de manière indissociable la nature et la liberté. Alors cette histoire que j'essaye de dresser, là il y a 2 tomes pour l'instant qui sont sortis, il y en a un 3e qui est en préparation, c'est une histoire qui est éparse, qui est buissonnante. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de généalogie, au sens où on n'a pas d'ancêtres et de totems, quoi. Mais c'est une sensibilité qui se retrouve chez des individus qui n'avaient même pas forcément le loisir de s'être connus. Et quand on les lit, on se retrouve aussi en eux. Voilà. Alors maintenant, si on est plus précis, et donc je terminerai par là par 2 petites références historiques, pourquoi ce mot naturien ?
il a existé dans l'histoire. Qui étaient les naturiens? En fait, ça a été un mot qui a été mis en circulation à la Belle Époque, fin du XIXe siècle, chez des artisans, qui n'étaient pas du tout des philosophes, pas du tout des diplômés, de rien du tout, sauf diplômés de leur savoir qu'ils avaient dans les mains. Voilà. Donc des artisans des villes qui étaient épris du retour à la nature, ces naturiens, et qui, eux, prenaient bien soin de distinguer retour à la nature et retour au primitif. Ils ne voulaient pas du tout revenir au primitif, parce qu'ils disaient, de toute façon, le primitif, c'est les phases passées de la civilisation humaine, et on ne revient pas dans le passé. Par contre, ce qu'ils disaient, c'est que, déjà vers 1890, ils pouvaient voir, à l'œuvre, les dégâts d'une très grande industrie en plein développement à l'époque, qui était l'industrie chimique. Et ils commençaient à voir, et ça c'est très intéressant parce que ça nous permet de revenir au moment où les technologies arrivent et bouleversent l'ensemble de l'organisation sociale et des vies. Ils voyaient aussi les premiers dégâts de ce qu'on appelait à l'époque les écraseurs. C'est en fait les voitures. Il y avait énormément d'accidents. Tout ça n'était pas régulé. Les chaussées n'étaient pas encore agrandies pour permettre à la voiture de circuler librement, disons. Et donc, ils étaient témoins de ça, témoins de cette césure. Et ils ont réagi par rapport à ça. Et donc, vous avez par exemple un journal qui est disponible, que vous pouvez encore trouver dans des archives, un journal qui s'appelle Le Naturien, voilà. Qui était dirigé par un certain Honoré Bigot. Donc, il était publié en 1898. Voilà. Alors, on peut en retenir quelques éléments. Qu'est-ce qu'il défendait? Il défendait ce qu'on appellerait un matérialisme, mais je dirais vitaliste, orienté vers la vie. En disant quoi? En disant qu'on est des êtres humains, mais on est avant tout des créatures naturelles, qu'on est né de la nature, et qu'on peut être intéressant par rapport aux autres espèces, éventuellement par notre intelligence. Et donc, que cette intelligence, il serait quand même bon, et même de toute urgence, de ne pas l'utiliser pour se retourner contre cette prétendue marâtre que serait la nature, voilà, en la disciplinant et en l'industrialisant à outrance. Voilà. Ils avaient un sens du corps, un sens pratique du corps. En fait, c'était des premiers diététiciens, en quelque sorte. Il y a des analyses très concrètes sur les calories, par exemple. Qu'est-ce qu'on doit ingérer pour rester en bonne santé? Ils avaient un souci de la qualité du régime et se disaient que, finalement, bien manger, ce n'est pas du tout une question superflue. En fait, c'est le premier acte, à même le corps, qu'on va faire pour s'engager dans quelque chose de plus large. Que disaient-ils encore? Ils insistaient sur la joie, la simple joie d'être au monde et d'éprouver ses facultés vitales. C'est quoi nos facultés vitales? C'est un cœur pour aimer, des bras pour travailler, des jambes pour se mouvoir et un cerveau pour penser. Et l'idée que toute entrave à ce libre développement était en fait une forme de condamnation que la civilisation, donc ce qu'ils appelaient la civilisation, c'était le monde du progrès, c'était une condamnation que le progrès, finalement, se faisait à lui-même, dès qu'il entravait le libre exercice de nos facultés vitales. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est également qu'ils étaient tout à fait d'accord pour réutiliser certaines découvertes de la science, précisément sur les questions de diététique, sur les questions de la production et la productivité des sols, par exemple. Mais la science, eux, ils n'y voyaient pas du tout ce qu'on fait ce qu'on fait souvent maintenant dans des laboratoires, c'est-à-dire une prise sur la nature qui la modélise, mais qui la rend complètement abstraite. Pour eux, la science, c'était une sorte de philosophie de la nature, qui comprend une sorte de compréhension de la nature. Voilà. Alors, j'en dis pas plus sur les naturiens, il y a eu de nombreuses impasses, il y a eu de nombreux impairs aussi, il y a eu des dissensions entre eux, tout était loin d'être parfait, mais au moins il y a eu une chose, il y a eu une aspiration, il y a eu une critique articulée, une volonté d'intervention publique, ils faisaient des réunions publiques, un peu comme on fait là. Ils recherchaient aussi la cohérence, c'est-à-dire que les naturiens ont été au départ de beaucoup de ce qu'on a appelé des milieux libres, ce qui après s'est retrouvé au XXe siècle dans le mouvement des communautés, par exemple. Voilà. Et donc, 70 ans après, quelqu'un d'autre qui était allé presque à la rencontre de cette communauté en quittant Paris pour aller se réinstaller dans sa région en Savoie, ce quelqu'un, c'est Pierre Fournier. C'est à lui,
Fournier qui va revenir de réactiver en fait le terme et la manière de faire naturienne. Alors, Fournier, il était minoritaire chez Charlie Hebdo à la fin des années 60. Il était soutenu par fidélité par Cavana, mais en fait Cavana, lui, il ne voulait pas du tout entendre parler des délires de Fournier. Pourquoi ? Parce que Cavana, il était à la limite de ce qu'on appellerait aujourd'hui, alors c'est une comparaison grossière, mais un transhumaniste. Il y a un livre de Cavana qui s'appelle Stop Crève. Voilà, il pensait que la science allait nous permettre de reculer indéfiniment l'âge de la mort, quoi. Donc il était très prométhéen, quoi. Fournier, pas du tout. Et c'est lui qui, avec quelques autres infatigables militants, a mis sur pied la première grande manifestation antinucléaire en France, à Bugey, en 1971. Voilà. Et alors lui, évidemment, Fournier, il ne pouvait pas se douter, enfin il pouvait l'anticiper quand même, mais il le redoutait. Mais ce qui est venu après lui, c'est en fait une écologie récupérée complètement par des gestionnaires qui étaient immergés dans les modèles de la cybernétique. Voilà. Et dès le Club de Rome, ça va être ça. Voilà. Et donc tout ce qu'il incarnait, ça a été laissé de côté. Voilà. Et ce qu'il incarnait, ça a été notamment développé dans le journal qui s'appelait La Gueule ouverte. Voilà. Alors, si vous regardez Fournier, si vous lisez La Gueule ouverte, on remonte vers Survivre et vivre, c'est sûr qu'on ne va pas trouver de considération sur la noosphère, on ne va rien trouver sur Gaïa, ni sur le perspectivisme ou un quelconque parlement des choses. Et on ne va sûrement pas trouver un accommodement raisonnable avec des technologies qui menacent de remplacer l'humain. Ça, c'est certain. Et ni même une manière de dire qu'on est la nature qui se défend. Non. Par contre, ce qu'ils avaient saisi, tous ces gens-là, et les naturiens aussi, c'était la teneur de l'effondrement des milieux naturels en cours et la société de contraintes qui allait se mettre en place par là. Autant dire qu'ils avaient saisi concomitamment que l'effondrement de la nature, c'est l'effondrement de la liberté. Voilà. Alors je vous lis, pour finir, le 23 août 1971, un extrait d'un éditorial de Fournier dans Charlie Hebdo, un article de Fournier, pardon, dans Charlie Hebdo numéro 40. La rivière ne retourne pas à sa source et la pollution ne vient jamais de l'embouchure. Avant de rationaliser nos rapports avec les autres, il faut rationaliser nos rapports avec nous-mêmes. Il faut rationaliser les rapports de notre corps avec l'élémentaire. Avant d'apprendre à parler, apprendre à manger, apprendre à marcher, à dormir, à respirer. La justice sociale, c'est là qu'elle prend sa source, ou l'injustice. Et c'est de vous que ça dépend. De toi, de moi. Il faut prendre le problème à la base, là où la liberté humaine commence. Ce retournement fondamental, c'est le sens de la révolution écologique. La révolution écologique consiste à tout remettre à l'endroit. Face à cette révolution-là, les autres ne sont que des réformettes. Alors bon, moi j'étais pas né que Fournier était déjà mort, et c'est pas les grands journaux, c'est pas les radios d'État qui m'ont guidé, ni les tables des libraires qui m'ont guidé vers les naturiens. Voilà. Mais en fait, une fois que vous les lisez, vous vous sentez d'une part allégé du poids de certaines mystifications, dont j'ai essayé de vous donner un peu la teneur, et on est placé face à quelques solides évidences. Je terminerai par là. Ce que ça signifie que défendre la nature, pourquoi il faut cultiver ainsi la liberté, et quel est le front principal qui nous rend la vie toujours plus difficile, contrainte et abstraite. Voilà. Et alors pour qui se sent peu à l'aise dans son temps, à mon avis, il n'y a aucune raison d'abandonner la référence à la nature, parce qu'il en va de notre liberté, et par contre, il y a toutes les raisons, à mon avis, de se méfier des ennemis de la nature, même s'ils se partent de leurs atours les plus bienveillants. Oui, comme j'ai le micro, et elle va être très courte. Bon, bravo pour cet exposé un peu brillantissime, peut-être un peu trop. Moi, j'étais un peu perdu au fil de la démonstration. Est-ce qu'au terme de cet exposé, tu peux nous proposer ta définition de la nature ? On peut partir de l'étymologie. Je prends le radical. Nascor, c'est naître, c'est la même racine. Et naturel, ce qui se déploie de soi par une poussée interne. Voilà. Et qui trouve en soi-même les conditions de son existence.
Et donc le naturel n'est pas l'artificiel. Voilà. Le naturel n'est pas le planifié. Voilà. Donc ça, c'est la définition vraiment de base. Ça ne veut pas dire que la nature... Alors, il y a une autre définition qui serait la nature, c'est tout ce que l'homme n'a pas touché. Voilà. Tout ce qui est extérieur ou virginal, quoi. Mais le simple fait de faire pousser des plantes, si vous voulez, on intervient, mais on peut faire pousser des plantes de diverses manières, quoi. Voilà. On peut la faire pousser de manière artificielle. Alors, soit on va schématiquement, je tire sur la plante. Voilà. Ou on peut amender ou agencer le sol de telle manière qu'ensuite ça se fasse naturellement. Voilà. Donc la nature, c'est vraiment cette idée de spontanéité presque. Oui, le titre des livres, vous les noterez tout à l'heure en partant. Celui-là, c'est la collapsologie ou l'écologie mutilée. Voilà. L'éditeur, c'est L'échappée. Et l'autre, c'est Notre bibliothèque verte. Voilà. Et l'éditeur, c'est Service compris. Service compris, ça s'appelle l'éditeur. Et c'est en librairie, ça se commande. Voilà. Bonsoir. Merci pour l'intervention. Moi, je souscris à 100% à tout ce que vous avez dit sur la critique de la technologie. Il y a une association qui s'appelle ATR, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Anti-Tech Résistance, qui partage énormément de choses de ce que vous avez dit. J'avais juste une question, plus une précision. Vous avez parlé au bout d'un moment des ZAD et des soulèvements de la Terre. Bon, pour les connaître assez bien, ces deux mouvements, enfin les ZAD, c'est celle qu'il y a eu à Pertuis, par exemple. Actuellement, il y en a une à Fuveau qui a commencé, qui a gagné d'ailleurs son combat là, sur la première partie. Vous en avez parlé au début, je n'ai pas compris si vous l'inscriviez dans la continuité de tout ça, parce que pour y avoir été, j'ai effectivement vu des personnes qui étaient assez, sympathisants avec la théorie Gaïa, mais ça restait quand même très minoritaire. C'était très axé sur la critique justement technologique. Enfin là, ce qu'il y a eu avec les soulèvements de la Terre, avec les grandes bassines, c'était exclusivement ça en fait, anti-tech. Voilà, donc c'était juste pour préciser cet aspect sur votre exposé. Merci. Alors, je pense qu'il ne faut pas se leurrer aussi. Dans ces deux mouvements-là, comment dire, se côtoient des gens, alors parce qu'ils se disent qu'il y a quand même un but commun, mais vraiment là, sur cette question de la technologie et puis les modèles, quoi, comment on se représente la nature ou quoi, je pense qu'il y a quand même des tensions, alors peut-être pas à Pertuis, c'est très bien qu'il n'y en ait pas, mais pour être concret, cet été au Larzac, il y a eu une sorte de grande conférence. Il y a de tout. Il y a de tout. Et alors, il y a des choses qui sont assez intrigantes, en fait, si on part du principe qu'on peut interroger la technologie. C'est par exemple les soulèvements de la Terre qui mettent en œuvre une grande discussion, une sorte de conférence où il y a plein de courants qui se rencontrent. Et en fait, on rentre en scannant un QR code, quoi. Alors, je dis nous, on n'est pas bien, on n'est pas bien à l'aise avec ça, quoi. Donc, je ne sais pas si moi, j'ai pas de raison de taire un désaccord, quoi. À mon avis, ça va pas. Voilà. Donc c'est plutôt ce genre c'est plutôt ça que j'avais en tête, quoi. Voilà. Cette idée de la nature qui se défend, c'est beau, mais derrière, à mon avis, c'est chargé. Ou alors peut-être que je vois trop les idées partout, ce qui est possible. C'est le défaut de philosophe, quoi. Voilà. Les idées mènent le monde. Donc, allez-y. Voilà. Oui, j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de l'évolutionnisme technique d'un Bernard Stiegler ou d'un Gilbert Simondon. Très bien. Alors, bon, ça c'est un peu... Alors, je vais essayer... Ou alors peut-être vous voulez développer pour l'auditoire, qui c'est, qui sont ces... Parce que tout le monde ne connaît pas forcément. L'idée qu'il y aurait un destin, ou en tout cas une évolution fatale du progrès technologique,
et qu'il coïnciderait en gros avec le devenir de l'humanité. Donc... Ouais. Alors, oui. Alors, je vais essayer juste de revenir peut-être là-dessus. Simondon, c'est un philosophe français, voilà, qui est donc un penseur des techniques, mais en fait, penseur de ce qu'il appelle le mode d'existence des objets techniques. C'est un peu différent. Et donc, son idée à Simondon, c'est quand même il privilégie l'idée d'hybridation. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, nous serions toujours plus ou moins hybridés avec la technologie. Et en fait, quand on ne saisit pas la technologie, c'est précisément quand on la place à l'extérieur de nous-mêmes comme quelque chose qui nous est étranger et qu'on en a peur. Voilà. Donc il faudrait que nous arrivions à nouer des relations finalement avec cette technologie, la comprendre du dedans, etc. Donc c'est une pensée plutôt d'ingénieur. Et d'ailleurs, les œuvres de Simondon et Simondon lui-même avaient été utilisées lors de la fondation de l'université de Compiègne sous le gaullisme, sous Pompidou, pardon, à la fin des années 60, pour former de futurs ingénieurs. C'était le fondateur de ça, il s'appelait Guy Danielou. Si vous voyez qui c'est cet individu, eh ben, il y avait Simondon dans les programmes. Voilà. Alors Simondon, pour moi, c'est un penseur de l'hybridation, très brillant, très intéressant, mais il y a une difficulté, c'est qu'effectivement, si on part du principe que l'être humain, il est hybridé, ben là, si vous voulez, là, ce que je suis en train de faire, je suis déjà en train de m'augmenter. Vous voyez ? Et donc, tout est affaire de relation. Il faut que ce micro, ben, normalement, bon, ça, je peux l'utiliser que pour du bon, mais par exemple, si c'est un smartphone, ben, je peux l'utiliser, il peut être utilisé à mauvais escient, je peux être surveillé, etc. Mais, je vous donne un exemple un peu bête, mais dans une manifestation, s'il y a une violence policière, je peux l'utiliser pour filmer les policiers. Donc, retournement de la technique, etc. Bon. Stigler est disciple de Simondon, hein, d'une certaine façon, et lui, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il y a un art industriel et que l'industrie, alors c'est peut-être pas tant qu'elle est notre destin, mais qu'en fait, elle crée les conditions d'une hybridation. Il faut s'hybrider pour le bon. Voilà. Exemple, avec les algorithmes et les capteurs. On pourrait très bien utiliser, disait Stigler, des capteurs pour collecter des informations qui nous aident, par exemple, à mieux gérer un environnement naturel. Je ne sais pas si on mettait des capteurs au parc Vendôme qui analysent les activités ou la consommation de chaque individu qui parcourt le parc Vendôme, on pourrait faire une collecte d'informations, la tourner pour le bon, et puis voir comment, je ne sais pas moi, préserver la biodiversité du parc Vendôme. Je dis n'importe quoi, mais voilà, je délire, mais c'est un peu ça. Donc ça veut dire que le mot de Stigler, c'est un mot grec, et là vous comprenez tout avec ce mot. C'est l'idée, dit-il, du pharmakon. Pharmakon en grec, la pharmacie, vous savez, c'est qu'une affaire de dosage. C'est le poison, mais c'est aussi le remède, selon le dosage que vous mettez. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, pour moi, Simondon et Stigler, il y a une brèche, il y a quelque chose qui fait qu'on ne défend pas la même chose, et donc je ne peux pas les suivre. Vous voyez. Et là où c'est intéressant, vous voyez, sur les cheminements intellectuels, et où vraiment il y a des... Ouais, ce qu'on peut appeler... Oui, on peut appeler ça un clivage, une opposition. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple Baptiste Morisot, sur qui a-t-il fait sa thèse ? Il a fait une thèse sur Gilbert Simondon. C'est assez... Donc il y a toute une continuité, c'est logique, quoi. Voilà. C'est tout à fait défendable, mais ce n'est pas ce que je défends et ce n'est pas ce que je veux proposer. C'est défendable dans une optique où vous dites la technologie est plus ou moins neutre, en fait, ni bien ni mal, ni bonne ni mauvaise, ni ceci ni cela. On peut la retourner, donc on peut faire de l'alter-technologie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'arrive. Oui, que pensez-vous du fait de donner une personnalité juridique à des entités naturelles ? Ça s'est fait
en Nouvelle-Calédonie avec des tortues et des requins. Ici, on essaie de le faire pour la Durance et pour l'Arc, qui est juste ici. Et puis aussi pour des dunes, la Marne des Morts, et aussi en Corse, le fleuve Tavignanou. Donc, parce que là, je dirais que c'est une technologie juridique ou une technique juridique. Alors, j'ai pas de position bien arrêtée là-dessus. Simplement, si on donne une personnalité juridique, il vous faut un porte-parole. Bon, donc qui va plaider? Alors, justement, voilà, c'est le souci par rapport à... Alors, en Nouvelle-Calédonie, on a donné une personnalité juridique, je ne sais plus à quel fleuve, et là, les porte-paroles ont été les peuples autochtones, parce qu'il y en a. Par contre, nous, pour Durance, on est en train de réfléchir à l'idée d'avoir des gardiens, mais là, c'est une réflexion collective qu'on va proposer le 25 novembre, voilà, pour pouvoir discuter sur qui vont être les gardiens, bien évidemment. Et effectivement, il y a la question de la science derrière, c'est-à-dire on se demande si les scientifiques, mais de manière démocratique, c'est-à-dire aussi pas que, pourront peut-être éventuellement être les gardiens si jamais on doit rester en justice, si jamais on veut faire un nouveau barrage d'endurance, à ce moment-là, elle aura une personnalité juridique, elle sera représentée par ces fameux gardiens, mais c'est une discussion qu'on a effectivement. Voilà, Donc, ça a été repris, mais ce que je disais, c'est que dans ces cas-là, de toute manière, se pose la question du porte-parole. Qui va plaider? Une autre question? Bonsoir monsieur. Oui. Moi je suis un petit curieux, je découvre totalement ce courant de pensée. Donc, ouais. Là je vois que j'ai l'impression d'être avec des gens qui sont déjà là-dedans et qui y réfléchissent depuis longtemps. Donc j'essaye de me mettre à niveau tranquillement. Ah pardon, excusez-moi, je vous ai mal jugé. En fait je me posais une question un peu naïve. Ouais. Donc je sens de la méfiance et je la ressens aussi personnellement vis-à-vis du progrès technique et du progrès de la technologie. Mais donc c'est un danger pour l'homme, ça peut en être un, donc par principe de précaution, on a envie de se dire il faut stopper à un moment, mais quel est ce moment? J'ai l'impression que dans vos discours, c'était l'automatisation, qui était le début où ça commençait à devenir menaçant pour l'homme, mais bon, je veux vous entendre plus précisément là-dessus. Et deuxième question, moi ça m'a fait penser aux Amish en fait, sans la dimension religieuse, ils ont arrêté le progrès technique au XVIIe siècle, et ils vivent encore aujourd'hui comme ça. Et est-ce que c'est un modèle que vous étudiez de votre côté? Oui. Merci. Alors, où est-ce qu'on met la limite en fait? Bon, le problème, alors, ça c'est le moment un peu grave, mais on est bien obligé. Récemment, il y a eu un rapport, et apparemment la 5e des 6 grandes limites de la Terre en matière de ce qu'on appellerait de régénération en fait des ressources. Alors j'aime pas trop ce mot, mais voilà, donc les cycles, ça peut être les cycles de l'azote par exemple, ça peut être d'autres aspects. La 5e de ces 6 limites vient d'être franchie. Vous voyez, donc ça veut dire que la limite c'est pas simplement l'automatisation. Évidemment, c'est un effet d'emballement, mais nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'en réalité, il y a une dynamique qui date du 19e siècle, 18e, 19e siècle à peu près, on va dire. Voilà. Il y a une dynamique, et cette dynamique, elle passe par des phases d'emballement. En fait. Mais par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est préparé, c'est là dès qu'on met en place des systèmes de fichage, dès qu'on met en place des cartes perforées, etc. Donc ça commence, ça date vraiment, quoi. Par contre, il y a un effet d'emballement. Donc malheureusement, nous, et c'est pour ça que c'est une bibliothèque, à cette idée d'archiviste, c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, on tient la mémoire des vaincus, quoi. Voilà. Parce que la limite, en fait, elle est passée. Voilà. Et nous, on veut juste rester humain, et essayer de ménager quelque chose, une voix qui dise, attendez, il y a autre chose que ce qui existe, et il y a toujours eu des gens pour le défendre, et on ne veut juste pas perdre ça. Voilà. Donc l'automatisation, bien sûr, c'est quelque chose qui est aussi assez fort en termes fantasmatiques, quoi. Le remplacement, etc. Mais
les limites, elles ont été franchies déjà avant, quoi. Voilà. Et alors après, sur les Amish, vous connaissez le fameux discours de Emmanuel Macron. Vous connaissez ça? Non? Alors, il y a cette fameuse phrase de Emmanuel Macron, il y a 1 an ou 2, je crois, sur les Lumières. Voilà. On est le pays de l'innovation. On est le pays de l'innovation numérique, donc là on y va. Et on n'a pas le choix. On accélère. Okay? Et pourquoi on accélère? Parce qu'on est le pays des Lumières. Évidemment. Les Lumières, c'est toujours excellent, Macron, en termes de rhétorique et tout. Lumière égale innovation. Donc, Diderot, Rousseau, tout ce que vous voulez, même les Lumières allemandes, écossaises, Kant, tout ça. Allez, innovation. Donc, si on est le pays de l'innovation, on ne va certainement pas revenir, je ne crois pas, avait-il dit, au modèle Amish. Alors, là, pour le coup, c'est un binarisme, une dualité intéressante. Si vous n'êtes pas pour le progrès des Lumières, vous êtes pour le modèle Amish, quoi. Alors, ça veut dire, en fait, retour à la bougie et tout. Alors, si je reprends donc, moi, ça m'a fait penser à ça tout de suite, ce que vous avez dit, mais première chose sur les Lumières. Déjà, bon, c'est normal, il n'est pas là pour faire des distinguos. En fait, les Lumières, même en France, il n'y a pas que des textes en faveur du progrès. Tout le monde n'est pas Condorcet, par exemple. Voilà. Vous prenez Diderot et vous prenez un auteur classé dans la philosophie des Lumières, qui est Jean-Jacques Rousseau. Lisez le discours sur les sciences et les arts ou le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité de Rousseau. C'est assez puissant en termes de préscience de ce qui va arriver. Donc vous voyez, là aussi, la limite, elle est franchie d'une certaine façon depuis assez longtemps. Et donc les Lumières, déjà, ce n'est pas forcément l'innovation à tout craint. Voilà. Et les Amish, évidemment, il y a la dimension spirituelle, il y a énormément de difficultés dans leur organisation sociale. Voilà, plein de choses. Plein de choses. Exactement, voilà. Alors, le rapport à la technique, par contre, il peut être... Voilà, alors, certains parlent aujourd'hui dans le monde paysan du retour à la traction animale. Bon, c'est pas forcément inintéressant. Je pense aussi, vous parlez de la place de la femme. Vous savez, j'en parle, il est dans la bibliothèque verte. J'en parle, puis on a un petit côté toujours critique. Je veux dire, quand il y a une zone d'ombre ou quelque chose qui ne va pas, moi j'essaye de le dire et d'être le plus juste possible. S'il y en a qui se souviennent d'avoir lu Ravage de René Barjavel, le roman c'est quoi? C'est une panne d'électricité, société du progrès. On revient au temps de l'exode, mais là, des villes vers les campagnes, société rurale, très dure, un peu amiche, mais ça ne règle pas tous les problèmes, parce que la place de la femme dans Ravage, je vous laisse aussi apprécier. Donc, les Amish, ça ne résout pas tout. Mais dans une société, pour prendre l'idée de la tour, c'est complexe. Donc, il peut y avoir des agencements qui sont intriqués comme ça, mais qui ne sont pas systématiques. Je prends un autre exemple. Vous pouvez avoir des sociétés avec une technologie, avec une technique simple qui ne sont pas oppressives envers les femmes. Vous pouvez avoir l'inverse. Vous pouvez avoir des sociétés capitalistes et patriarcales. Vous pouvez avoir des modèles anticapitalistes et patriarcaux. Enfin bon, c'est la richesse des sociétés humaines, quoi. Voilà. Encore une question. Il me semble que dans votre discours, il y a 2 notions qui affleurent et que vous n'avez pas développées. C'est la notion de sagesse et la notion de beauté. Oui, je pense que vous en avez raison. Alors, je l'ai développé peut-être dans d'autres textes, pas ces bouquins-là. Enfin, quoique là, il y a tellement d'artistes en fait que je cite que effectivement l'idée de beauté est centrale, quoi. En fait, les naturiens
d'une certaine façon, effectivement, ils recherchaient, ils n'y arrivaient pas tout le temps, mais ils recherchaient une forme de sagesse, c'est-à-dire, ça c'est le vieux fond philosophique, c'est une forme de modération et d'intégration de ce qu'on crée dans notre vie pour que ce soit une vie effectivement belle et bonne, quoi. Et effectivement, c'est une forme de critique qui est esthétique, c'est une entrée. Mais bon, moi, c'est vrai que j'y suis attaché, quoi. Parce que l'une des tares du monde dans lequel on vit, je trouve, c'est qu'il est effectivement très laid, quoi. Voilà. Et donc, c'est assez... donc ça révulse un peu, quoi. Donc, il y a ce côté affectif, quoi. Enfin, critiquer, c'est pas simplement intellectuel, ça s'enracine quand même dans des affects. Mais ouais, vous avez raison. Je ne peux pas ne pas penser à Jacques Ellul, pour qui la technique est notre nouveau sacré. Je pense à Jacques Ellul, pour qui la technique est notre nouveau sacré. La technique n'est pas neutre, qui serait bonne ou mauvaise selon l'usage qu'on en fait. Il y a d'abord, c'est très difficile de résister à la technique parce qu'elle nous apporte un confort considérable, y compris à notre corps, sauf à ce que notre corps, d'ailleurs, s'ankylose dans cette technique, pour revenir à votre propos. Il y a aussi, je crois, Bernard Charbonneau aussi, qui serait intéressant comme proche de Jacques Ellul. Et il y a encore des résistances dans la ligne de Jacques Ellul. Il y a une association qui s'appelle Technologos, qui est un des rares, peut-être, cercles en France où s'exprime une résistance à la technique. Voilà. Alors, je ne fais pas de questions là-dessus, sauf comment vous considérez Jacques Ellul dans le fil de votre propos. Ah disons que Ellul et Charbonneau, c'est un peu des maîtres, au sens où c'est des lectures qu'on fait, qui réveillent, quoi, aussi. Voilà. Alors on a choisi avec l'éditeur là, de justement faire un petit pied de nez, mais de ne pas les mettre dans notre bibliothèque verte, en fait, parce que à la limite c'est trop évident, quoi. C'est trop, voilà, c'est trop. Ellul, la seule chose qu'on peut dire pour le public, effectivement, comme le disait le jeune homme, et ça c'est quand même un défaut, je trouve, le public qui n'est pas versé au départ mais qui s'intéresse, c'est que lui, il a tendance, il met des majuscules, et donc il met une majuscule à technique. Voilà. Je pense qu'en fait, si on dit technologie, et si on fait la différence, c'est un peu comme j'ai fait tout à l'heure, technologie, technique, c'est peut-être un peu plus facile à comprendre que si on met un grand mot avec une majuscule, quoi. Ça, c'était un peu flou, parce qu'on ne savait jamais trop où ça commençait, où ça s'arrêtait. En tout cas, si on était novice, quoi, dans la lecture. Ça, c'est un peu ce que j'aurais à redire. Après, il y a d'autres aspects dont on pourrait discuter. C'est l'aspect théologique de sa réflexion qui moi, m'intéresse beaucoup, quoi. Qui complète en fait, quand on regarde bien, c'est vraiment une face indissociable de sa critique sociologique, quoi. Et Charbonneau aussi, lui, il a vu ça aussi, hein, dans les années 70. Vous avez un livre qui s'appelle Le Feu vert. Si vous ne l'avez pas lu, voilà, si vous l'avez lu, c'est assez déterminant. Et c'est un des rares qui parlait de Fournier. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, puisqu'après, il chroniquait dans la Gueule ouverte, après Charbonneau, au départ. Donc, il y a quelques années, on les connaissait pas du tout. En France, on ne connaissait pas trop. Là, on les a quand même bien redécouverts. Ils ne sont pas au niveau, ils ne seront jamais au niveau de médiatisation des gens que j'ai cités, mais ils ont quand même plus de surface d'exposition maintenant, je pense, quand même.
en plus, vous le savez, hein, si vous me posez la question, c'est que je ne vous apprendrai rien, mais intelligence, c'est vraiment le sens de... c'est au sens de donner, quoi. C'est de la donnée, en fait, l'intelligence, dans l'intelligence artificielle. On pourrait remplacer par supercalculateur, en fait. Donc, il ne faut pas confondre avec l'intelligence humaine ou même l'intelligence animale, quoi. Alors, ça a été un grand point, parce que je termine juste là-dessus, si vous permettez. Il y avait à Marseille, il y a eu, au mois de juin, il y avait une exposition qui s'appelait l'exposition Ex Machina. Je ne sais pas si certains ont eu vent de cette exposition. Alors là, sur l'émotion, c'était extrêmement intéressant, parce qu'il y avait un des grands pontes, en fait, de la recherche en intelligence artificielle, qui s'appelle, je vous donne son nom, Monsieur Eudin, H-E-U-D-I-N, chercheur en intelligence artificielle, qui avait travaillé à l'époque, dans les années 90, je crois, avec le ministère de la Défense. Enfin, bon. Et alors lui, son grand dada, c'est les intelligences artificielles émotionnelles. Ça veut dire qu'en fait, il prétendait créer une intelligence artificielle douée d'émotions. Et vous savez, par exemple, qu'il y a un robot qui s'appelle le robot Sophia, qui est censé être une intelligence artificielle émotionnelle. Donc on voyait dans cette exposition Ex Machina à Marseille, le robot Sophia, qui en quelque sorte parle avec un individu qui est ravi de parler à un robot, quoi. Et il parle. Le robot suit son script. Et à un moment, le script s'arrête. Et donc le type est là en face, il attend, et des minutes se passent. Et donc il regarde le robot, en fait, qui est en boucle. Évidemment, qu'est-ce qui se passe en se regardant dans le blanc des yeux pendant 5 minutes? À un moment, il capote un peu le jeune homme. Donc il commence à piquer un roupillon devant le robot qui continue de le regarder. Et le film était projeté en fin d'exposition. Et à la fin, au bout de 9 minutes, par la grâce de l'intelligence et de son émotion, le robot reprend son script. Du coup, le type se réveille, ils recommencent à se parler, et en fait, ils n'arrivent pas à se quitter. Et donc, ça laissait sous-entendre qu'il s'était passé quelque chose de l'ordre de l'affect, de la séduction, etc. Voilà. Donc ça, c'est le robot Sophia, robot qui, au passage, a été légalement adopté et qui a la nationalité saoudienne. Voilà. Alors, sinon, justement, ce monsieur Eudin, lui, il prétendait créer des intelligences artificielles, notamment musicales. Et donc, là, c'est intéressant sur la question de la musique artificielle, la musique industrielle. Lui, il avait accordé une sorte d'intelligence artificielle qu'il avait reliée à des sortes de synthétiseurs pour faire un concert. Voilà. Et on est allé avec un ami et quelques autres voir un peu monsieur Eudin, voilà, et lui dire que ce qu'il faisait, c'était quand même un peu de la mystification. Voilà, donc on a fait une petite intervention au début de sa conférence, mais il était très affable. Il nous a dit, mais j'aurai les réponses à vos questions. Et en fait, la réponse à la question, si j'ai bien suivi, puisqu'on n'est pas resté, mais on a eu les retours, c'est qu'en fait, même lui, il dit qu'une machine, même les machines perfectionnées qu'il développe, ne peut que imiter des émotions, mais en tout cas, lui, dans sa recherche, il n'est pas au point de pouvoir les faire ressentir de l'intérieur ce que c'est que ressentir une émotion. La machine n'y aurait pas accès pour l'instant. Donc voilà pour le petit ajout sur la question des émotions, quoi. Il y a aussi des poupons qui pleurent. Hein. Comment ? Il y a aussi des poupons qui pleurent. Bon, on va vous remercier. Merci à vous. Bravo.